Bienvenue à tous dans ce troisième épisode de notre série sur Kubernetes pour les débutants. Aujourd'hui, on va découvrir une brique essentielle de Kubernetes qui est les services. Dans l'épisode précédent, on a déployé un pod Nginx avec un deployment, mais ce pod n'était pas accessible depuis l'extérieur, ni même de manière stable depuis l'intérieur du cluster. Donc c'est à ce moment-là que les services entrent en jeu. Du coup, pourquoi utiliser un service? Imaginons qu'on ait un pod Nginx, donc du coup on va reprendre notre pod Nginx, qui écoute sur le port 80. Si ce pod redémarre, Kubernetes va le remplacer avec un nouveau pod. Donc du coup, ce nouveau pod aura un autre nom, une autre IP. Donc on ne peut pas vraiment se baser sur son IP pour le contacter durablement. Et c'est là que les services entrent en jeu. En gros, le service, il agit vraiment comme une porte d'entrée stable vers un ou plusieurs pods. Il ne va pas se baser sur l'IP, mais sur les labels du pod pour savoir à qui il doit envoyer le trafic. Donc admettons qu'on ait plusieurs réplicas, comme on l'a fait dans notre précédent épisode. Donc là, ces trois pods sont identiques, hein, c'est vraiment trois réplicas d'un même pod. Donc maintenant qu'on sait que ces trois réplicas sont la même application, le plus intéressant pour nous, c'est d'avoir une seule porte d'entrée pour pouvoir communiquer avec cette application. Donc notre porte d'entrée, ça s'appellera un service. Et l'intérêt de ce service, c'est que si ce pod se kill, le service va continuer à rediriger son service vers les autres pods. Et on sait aussi, vu qu'on a suivi le deuxième épisode, que si ce pod se détruit, le déploiement va en reconstruire un directement. Vu que le déploiement va reconstruire un pod avec les mêmes labels, directement, il va faire partie de ce service. Donc là, on assure vraiment une tolérance de panne et une continuité de service optimale. Et dans Kubernetes, il existe trois types de services. Les clusters IP. Le cluster IP, c'est vraiment le type par défaut. C'est le service qui est accessible uniquement depuis l'intérieur du cluster. En soi, c'est parfait pour des communications internes telles qu'un front-end qui discute avec un back-end. Admettons que là, on a notre front. Et là, on a notre back. La discussion entre les deux, elle va être interne. Donc, on va utiliser le cluster IP. Ensuite, on a le node port. Le node port, il expose le service sur un port de chaque nœud du cluster. Donc, c'est idéal vraiment pour des tests ou pour un accès simple. Mais en production, on utilisera plutôt un ingress ou un load balancer. On en parlera un peu plus tard. Et du coup, le node port, il va permettre à notre application de sortir sur Internet, de sortir en dehors du cluster. Et pour ce faire, elle va sortir via les nœuds du cluster. Et ensuite, on a le load balancer. Alors, le load balancer, c'est un service qui est principalement utilisé dans les environnements cloud. On n'utilise pas vraiment dans les environnements on-premise, à part si on met en place des Metal LB, etc. Mais en on-premise, on va plutôt utiliser des ingress. Et le load balancer, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il expose directement l'application à l'extérieur avec une IP publique. Donc du coup, dans notre démo, on va se concentrer principalement sur le cluster IP et le node port, car Minikube ne gère pas les load balancers tout seul. Mais ce que tu dois retenir, c'est que le load balancer est la solution la plus standard dans le cloud pour exposer proprement une application. Du coup, si on revient sur notre VS Code, on a notre cluster qu'on a démarré avec Minikube Start. Et si on fait un kubectl get pods, on a nos trois déploiements. Du coup, nos trois pods qui sont liés à notre déploiement. Je vous remonte le manifeste. Hop là. Et du coup, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis trois réplicas de ce déploiement pour montrer que le service fonctionne. Je vous montrerai juste après. Avec l'image HomeLab NGINX-IP, donc c'est une image perso que j'ai build moi-même. Je vous ai mis le Dockerfile puis le script SH qui permet de créer cette image sur le GitHub, donc vous allez pouvoir le faire en même temps. C'est un Dockerfile assez simple, hein, avec un script qui change, qui donne le nom de l'IP, enfin le nom qui donne l'IP du pod. Ça va nous permettre de montrer que le service répartit bien les charges entre les pods. Et du coup, il n'y a rien d'autre qui a changé au niveau du déploiement. Alors ce qu'on va faire maintenant, ce qui nous manque, c'est c'est un service. Actuellement, on a juste le service de Kubernetes qui est aussi en cluster IP. Ça permet aux composants internes de communiquer ensemble.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par déployer le cluster IP. Je vous montre le manifeste. C'est toujours la même chose, hein. On a l'API version, le kind. Là, du coup, le kind, ça va pas être un déploiement, mais ça va être un service. On a les métadatas. Les métadatas, ça va nous permettre de donner un nom à notre composant. Donc là, on va l'appeler Nginx Service. Et ici, dans les specs, là, c'est les specs de notre service. On va lui dire de sélectionner les pods qui ont le label App Nginx. Si on voit bien, ici, on a vraiment labellisé ici, on a labellisé nos pods avec l'app Nginx. Donc, nos 3 réplicas auront l'app Nginx. Donc, le service va rediriger les requêtes sur les 3 réplicas. Ensuite, ce qu'on a, c'est qu'on a du coup la partie port, hein, pour la partie service. Donc, le premier port, c'est c'est le port du service. Et le target port, c'est le port sur lequel le conteneur écoute. Donc là, on a vu tout à l'heure que notre conteneur, il écoute sur le port 80. Alors là, si je fais un cd day tree et que je fais un kubectl apply-f service cluster et que je fais un kubectl get svc. Ok, là notre service a été créé, Nginx service de type cluster IP. Ah, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que si on met pas de type à notre service, c'est par défaut cluster IP. On verra juste après pour le node port. Ici, on a mis un type node port parce que si on met pas de type, c'est par défaut cluster IP. Ce qu'on va faire pour tester, c'est qu'on va créer un pod test. Là, je crois que j'en ai déjà un, mais je vais le supprimer comme ça, on le fait ensemble. Delete pod test. Bon, il prend du temps à supprimer. Ah, c'est bon, il est supprimé. Si je fais un kubectl get pod, kubectl get pod. Ok, là on voit nos 3 déploiements. Alors du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un pod test. Donc kubectl run test. On va mettre une image légère, busybox. C'est souvent utilisé pour faire pas mal de tests. -it pour avoir un shell interactif. Et on va rentrer dans le bin sh. Ok, du coup, là, on est dans le shell. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un wget-q o majuscule puis le nom de notre service. Service. Et du coup, regardez, là, on nous renvoie l'IP 10.244.0.17. Si je relance, on verra que ça va nous donner plusieurs IP. 21, 22, 17. Voilà, en fait, là, il répartit la charge en fonction des 3 pods. Donc là, c'est l'IP de nos 3 pods, on ira vérifier juste après, ces pods-là. Du coup, ce qu'on va faire, j'ai pas envie de quitter le shell, donc je vais ouvrir un nouveau terminal. Si je fais un kubectl get pod-o wide. Ok, on voit l'IP 17, 21, 22, 17, 21, 22. Ouais, du coup, il répartit bien la charge entre les 3 réplicas de nos pods. Si, par exemple, je delete celui-ci. Ok, kubectl get pod-o white. Là, il en a recréé un avec l'IP 25. Donc là, théoriquement, il devrait rediriger entre le 17, le 21 et le 25. Si on refait ce qu'on faisait, hop, voilà, il redirige automatiquement. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là, on a une tolérance de panne garantie, parce que si notre pod se supprime, le déploiement le reconstruit automatiquement. Et lorsque le déploiement reconstruit automatiquement, le pod est attaché directement au service. Donc nous, en tant qu'humains, on n'a vraiment rien à faire. Du coup, là, c'était pour le cluster IP. On va passer sur la partie node port. La partie node port, ça va être la même chose, sauf que là, hop là, je fais un exit kubectl get pod. On va supprimer le service de chips cluster IP. Je crois qu'il s'appelait comme ça. Hop là, je me trompe toujours avec le clavier Mac. Hop là, kubectl get svc. Hop là.
Ok, là j'ai créé le service de type node port. Si je vous montre le manifeste, ça va être la même chose. Ça va être le même que celui du cluster IP, sauf que là on a rajouté type node port et on a ajouté un port pour notre node port. On peut ne pas le mettre. Le cluster va attribuer un port aléatoire, mais c'est mieux de le renseigner, comme ça on a la main dessus. Et du coup, là, si j'y accède... Ah non, pour y accéder, il faut que je fasse un minikube service. Et du coup, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il m'a ouvert un tunnel. Donc là, avec le node port, j'arrive à accéder à mon URL, donc du coup à ma page Nginx, en dehors de mon cluster, donc là sur ma page web, avec l'IP du nœud, puis le port qu'on a mis, 380. Mais là, avec Minikube, il se passe quelque chose de spécial parce que on n'y accède pas vraiment comme je vous le dis, via l'IP du nœud ainsi que le port. On devrait accéder via cette IP normalement. Mais en fait, Minikube ne permet pas ça. Donc il crée un tunnel entre les deux. Donc lorsque je tape sur cette IP-là, c'est comme si je tapais sur cette IP-là. Donc voilà pour la partie service. J'espère que vous avez compris ce qu'était un service dans Kubernetes. Dans les prochains épisodes, on verra la partie config map et secret pour gérer les données sensibles et non sensibles. Puis les PVC et les PV, donc les persistent volume et les persistent volume claim, pour vraiment rentrer dans du stateless. Puis on finira par mettre en place un projet qui regroupera tous ces composants. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as compris ce qui était un service dans Kubernetes. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.